Bonjour à tous, Guns et Fenots, bienvenue sur But Football Club pour notre habituel talk show. Cette semaine, pas de Fabien Charlet à la présentation, car on a un invité spécial pour ce talk bilan. Invité qui a passé un quart de siècle à l'OL. Il a d'abord été éducateur du club entre 1983 et 90, puis il est parti 10 ans faire un petit tour à la Duchère et à la Ligue Rhône-Alpes au poste de conseiller technique fédéral. Corrige-moi si je me trompe, Gérard. Non, c'est Avant ça. de revenir à l'OL au début des années 2000 pour 16 années fastes dans le recrutement chez les jeunes, avant d'être l'adjoint de Florian Maurice pendant 2 ans chez les pros et de quitter l'OL en 2018. Lui, c'est Gérard Bonneau. Bonjour Gérard et merci d'être avec nous. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par parler de l'OL. On va faire un petit bilan de la saison et puis après, on fera une interview plus globale te concernant. Alors, tout d'abord, l'OL. L'heure du bilan, l'objectif Ligue des Champions est raté. Il n'a pas été atteint. Est-ce que tu parlerais, toi, d'une saison ratée ? C'est difficile à dire raté parce que si elle est ratée à 6 minutes près quelque part, hein, quand on regarde, je pense que c'est le match Coupe d'Europe, hein, contre Manchester United où tu mènes 4-2, il reste presque rien. Et je pense que si ce match-là, après c'est le foot, on l'a perdu, mais si ce match tu le gagnes, je suis sûr que derrière tu enchaînes à Saint-Etienne et tu termines peut-être dans les 4 sûrs et certains même. Donc voilà, c'est raté oui, parce que l'objectif au départ c'est de faire une Coupe d'Europe la plus belle l'année prochaine, hein, la Champions League. Mais après, à quoi ça joue ? Il y a une saison quand même chaotique, je dirais, un petit peu par rapport à ce match-là, quoi, à ce match-là. Des fois, ça tient à rien. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'on aime le football aussi. Justement, est-ce que tu comprends quand même que les gens la voient comme un échec, car l'OL a souvent raté les gros matchs. On pense les 2 matchs contre Marseille. Le premier a été très difficile. Le PSG, plus récemment, il y a eu Monaco. Le deuxième derby, on a quand même le sentiment que c'est un échec pour les gens parce qu'il y a eu beaucoup de matchs importants, de virages importants ratés toute la saison. Alors oui, c'est vrai que les trois que tu as donnés, 2 matchs, ils sont premier, deuxième et troisième. Donc je pense qu'il y avait peut-être une place à la quatrième pour les tours préliminaires, jouer un peu avec Nice, avec Rennes, enfin Rennes, voilà, avec Strasbourg, avec Lille. On pouvait jouer ce qualif. Après, sur les 3 que tu as cités, voilà, c'est sur l'année, c'est vrai qu'on n'a pas fait les résultats escomptés contre eux. Donc après, voilà, c'est difficile, mais quand on change d'entraîneur, on a des objectifs. Ils avaient des objectifs quand même durs. Et c'est vrai qu'on a cité Lyon de ces matchs-là, mais des fois, ça s'est joué aussi à pas grand-chose. Tu parles de Marseille. Marseille, voilà, 3-2. Tu te souviens des matchs. Il a été terrible, quand même. Hein. À vivre, ça a été une climatisation assez violente. On a eu oui, froid. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vrai que pour être performant toute l'année, les grosses équipes qui sont annoncées comme toi pour la Champions League, tu dois au moins faire des résultats contre eux. Ça, c'est vrai aussi. On va faire un petit tour sur le classement de Ligue 1 qui s'est conclu donc à la 6e place pour Lyon avec 57 points. Il aura manqué du coup 3 points pour aller chercher le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors évidemment, le PSG était beaucoup trop fort, 19 points d'avance sur le deuxième, mais derrière, jusqu'à la 36e journée, on y a cru. Malheureusement, il y a eu cette défaite cruelle contre Lens, une autre plus logique contre Monaco qui nous tue, et on finit quand même l'année avec 4 points de plus que la saison précédente. Mais bon, c'est pas le même sentiment. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, c'est pas le même sentiment sur le sprint final, parce qu'on n'a pas la même dynamique. Il n'y a pas la finale de Coupe de France qui était la cerise sur le gâteau l'an dernier. On a quand même le sentiment qu'il y a plus de tristesse à faire une saison qui, au final, comptablement est meilleure. Et on a vraiment le sentiment qu'il y a un sorti cassé, quoi. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, au niveau des émotions, ça a été énorme, quoi. Donc, quand Pierre Sage arrive, ils sont derniers, tu enchaînes des victoires, et puis tu penses d'abord à la première des choses, à sauver un peu le club, le rester en Ligue 1. Tu n'imagines même pas une Coupe d'Europe, et puis au fil des qualifications en Coupe de France, des résultats en championnat, tu t'aperçois que tu montes. Alors c'était exaltant pour tous nos supporters. C'est moi le premier. On est là, en fin de compte, on a du mal nous aussi à gérer un peu les émotions l'année dernière. Hein, donc vu comme ça se passe, et c'est énorme. Et ça, voilà, ça c'est la beauté du football. L'année dernière, c'était ça. Aujourd'hui, c'était différent. Cette année, c'était différent. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a vécu une saison, c'était incroyable, quoi. C'est incroyable. Finir 6e l'année dernière, c'était. Tu aurais pu faire les paris à un moment, ceux qui aiment jouer. Je pense que personne, ou alors peu, vraiment les gros supporters, allaient mettre Lyon 6e.
Ah, voilà. Donc, non, c'est sûr que c'est pas du tout la même saison, quoi. On va passer au top et au Mm. flop. Alors, on va Mm. commencer par les tops. On en a discuté hier. On est tombé sur un consensus sur les 4 tops. Bah, je te laisse les développer. C'est pour Bah, toi. ouais, moi, ça va être facile, là, parce que Ryan Cherki, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, c'est 3 Lyonnais, c'est 3 vrais Lyonnais. Je vais parler de la formation un petit peu. C'est des garçons à leurs postes respectifs qui sont des postes différents. C'est des top joueurs. C'est des top joueurs. Ryan Cherki, 2003, c'est un jeune joueur qui avait du talent, qui était déjà aux portes. Il avait 16-17 ans. On parlait beaucoup de lui. Corentin Tolisso, j'en parle même pas. En plus d'avoir du talent, c'est quelqu'un qui a un mental très fort. On a vu de sa première saison où on attendait un peu plus de lui. D'un coup, il s'est remis en question, il a travaillé, et c'est redevenu un Corentin Tolisso digne de l'équipe de France, quoi, le niveau de l'équipe de France, c'est-à-dire du haut niveau. Et Alexandre Lacazette, que dire sur Alexandre Lacazette? C'est magnifique, c'est un goléador, c'est aussi mentalement. Ces trois garçons, même si Ryan est plus jeune, c'est des garçons qui ont du caractère. Mais surtout, ils ont été formés à Lyon et ça se voit techniquement, tactiquement, ça se voit que c'est des joueurs formés à Lyon. Et on a choisi un match. Alors, OL en tract, en plus, j'étais au match. Hein, donc, alors, c'est sûr, hein, parce que en tract, Francfort a été donné favori, étant donné qu'ils restaient sur des performances incroyables au niveau championnat, et puis par rapport à leur vécu dans cette Coupe d'Europe. Et l'OL a fait un match extraordinaire. Hein, voilà, ça, pas photo. C'est vrai que c'est le match. Moi, j'aurais choisi ce match-là aussi, hein, mais comme vous. Hein, j'aurais fait comme vous. Ce match-là. On était assez d'accord hier. On était un Ouais. peu sur les flops, ça a plus discuté. On va passer aux flops. Il y a eu un peu plus de débat, mais au final, on a aussi arrivé sur 4 thèmes aussi. Bah, je vais te laisser développer. On va commencer par le match cette fois-ci. On a tous les deux été unanimes sur ce match-là. Il a fait mal, hein, quand même. Il a fait mal, ouais. Il a fait mal. En même temps, quand ça vient 2 jours, voire 3 jours après l'échec en Coupe d'Europe, mentalement, on dit toujours à les joueurs, ils vont se refaire une santé parce que c'est la SSE, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et ce match, c'est vrai que tout a été cette grosse faute, l'arbitrage, le Coco qui sort assez rapidement. Voilà, et puis tu perds le match. Et suite à. Et je pense que là, il y a un ressort qui se casse, aussi bien individuellement que collectivement. Voilà. Donc, ensuite, on a parlé de la défense, tous les deux. Ouais. Alors, la défense, c'est le sujet. C'est-à-dire que la défense, c'est ce qu'il y avait beaucoup de choses à faire en défense. Je pense qu'on a beaucoup recruté sur le plan offensif et on avait une attaque de feu, on avait un milieu de terrain de bon niveau. Et derrière, c'est vrai que ça a toujours été un peu la question. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas remplaçables, quoi. Hein. Donc c'était un peu compliqué. Il y a eu des grosses fautes. Il y a Diakhaté, il a fallu qu'il se fasse aussi. Il arrivait, lui, voilà, il a été recruté. Il a fallu qu'il se fasse. C'était un peu mieux sur la fin. Au départ, c'était compliqué à trouver sa place. Voilà, c'était pareil pour Khaled Djar, toi, qui lui aussi avait bien commencé. Après, il a disparu, quoi. Toi, il y avait pas grand-chose à faire en défense. Il n'y avait pas un grand nombre de défenseurs. Je pense qu'il manquait un défenseur supplémentaire de haut niveau. On a aussi parlé de la gestion des mercatos, parce que je t'avais fait remarquer que cette année, l'OL, c'était 0,8 points pendant la période de mercato, et on a eu des mercatos très compliqués. Celui de cet été qui a été chaotique, avec beaucoup d'arrivées au début et un effectif complètement déséquilibré, et celui de cet hiver qui n'a pas été existant, à part Almada. Ouais. Voilà. Après, on a repris un offensif. Alors, un joueur de qualité, Almada, on va pas, voilà. Donc, mais pour moi, on aurait dû vraiment trouver ce défenseur. C'est la gestion du mercato de cet hiver voilà, il manquait pas. Je pense qu'il manquait pas grand chose pour être dans les 4. Hein, on a bien vu, hein, ça se joue pas grand chose. Et je pense qu'avec un défenseur de niveau Ligue 1, enfin de haut niveau, qui a apporté un plus à ce groupe de défenseurs centraux, ça aurait été bien. Après, l'année dernière, il y a eu aussi des grosses dépenses. On se maintient parce qu'on fait un mercato, je crois, il y a 70 millions d'euros au mercato. Cette année, il y avait peut-être il y avait moins d'argent pour recruter. C'est surtout qu'il y a eu les options qui ont été levées, donc ça a coûté cher aussi, les options de cet hiver. Ah oui, voilà. Donc après, il fallait équilibrer certainement sur le plan financier aussi. Donc le mercato de l'hiver dernier était presque un mercato estival à 70 millions. Donc avec les joueurs qui étaient là devaient repartir. Ils ne sont pas tous repartis. Et on va le dire, il faut le dire, certains n'avaient pas le niveau. Voilà. Donc, et on va terminer ces flops par le 0 pointé de l'Académie, donc encore 0 titre, même s'il y a eu cette finale
en Cup Premier League, International Cup, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la nouvelle compétition. Mais à côté de ça, pas de titre et pas de joueurs, pas de joueurs qui sont sortis cette année. On a un peu vu Molébé, mais trop peu, quoi. Et au final, c'est peut-être le point noir de la saison, c'est qu'on valorise pas nos jeunes cette année. Alors, c'est difficile quand on a un gros effectif au-dessus, quand on a investi de l'argent avec des joueurs, donc ils sont prioritaires, je dirais, même pour ce, voilà. Et les jeux, je sais que les jeunes, par contre, je pense au niveau de l'entraînement, ils ont été essayés. Alors, peut-être il y avait une génération qui était un peu moins bonne que d'habitude. Moi, je vais défendre un peu l'académie parce que, pareil, l'académie, quand on travaille, moi j'ai travaillé beaucoup à l'académie, et à l'académie, c'est une interrelation qu'on doit avoir les uns avec les autres. Ça avait bien commencé. Il y a Pierre Sage qui prend l'académie, qui repart. Alors, il y a une fusion parce que c'est lui qui devient directeur du centre. Jean-François Vuillet s'en va. Voilà. Donc, il y a un changement. Lui, il repart aussi peut-être avec d'autres éducateurs et il est aspiré par c'est lui qui va entraîner les pros. Donc, il faut reprendre un nouveau responsable. Ils ont changé aussi les entraîneurs 19, 17. Donc, je veux dire qu'il y a eu un tel changement aussi à l'académie que le zéro pointé, il faut être patient. Je pense que je suis d'accord sur une chose, parce que j'ai été voir jouer les 17 et 19 ans, par exemple, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de qualité, mais il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Aujourd'hui, il y a peut-être la gestion de l'encadrement de ces jeunes. Est-ce qu'il a été de niveau? Est-ce qu'il a été bien? Quand on a 3 entraîneurs en U19, c'est compliqué pour un groupe. Voilà. Donc, faut être patient. Il y a Johan Nouvel, je crois, qui est arrivé. Il y a Mathieu Séquinger, qui est devenu manager aussi un petit peu de cette académie. Eux, ça fait, Johan un peu plus, on va dire 1 an et demi, mais Mathieu Séquinger, il y a très peu. Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter une équipe de travail? J'ai entendu dire que voilà, Flo Balmont revenait, peut-être un ancien aussi, Jimmy Briand. Voilà, toi, c'est Briand, je crois que c'est plus le cas. C'est plus le cas. Bon, voilà. Donc, j'avais un peu des infos comme ça. Est-ce qu'il repartirait un peu sur ce qui a été fort et vrai avec des éducateurs qui ont connu, qui ont été éduqués justement par la formation olympique lyonnaise? Donc, on va leur laisser un peu de temps. Alors, c'est vrai que cette année, ouais, c'est un zéro pointé. Ça arrive, ça arrive par moment. Bon, moi, je serais un peu l'avocat là, un petit peu, d'être patient, on va savoir. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas de joueurs intégrés. Donc, on va attendre les 2-3 années parce que c'est pas évident. Hein. Quand une génération se trouve, il faut attendre un peu, peut-être 2 ans, 3 ans avant de retrouver. Voilà, avoir une. Je sais que chez les plus jeunes, les très jeunes, ils ont des promotions de très bonne qualité. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Et je sais que là, ça travaille bien chez les petits. Maintenant, il faut travailler un peu plus sur la formation. Voilà. On n'en a pas parlé parce que ça faisait l'objet d'un autre thème, mais le 28 janvier dernier, John Textor a pris une décision forte en changeant l'entraîneur de la remontada, Pierre Sage, pour faire venir un Paulo Fonseca fraîchement démis de ses fonctions à Milan. Un peu sérieux, tu penses quoi de ce choix? J'ai trouvé difficile par rapport à ce que Pierre avait fait. L'explication, peut-être une meilleure maîtrise tactique de Fonseca par rapport à l'expérience, justement pour aller décrocher une place en Champions League. C'est là peut-être que le projet, c'est un vrai projet. Hein, je pense qu'on l'a pris pour ça. J'ai trouvé difficile. Je pense que Pierre, il était dans une phase où que tout entraîneur connaît et tout groupe, ils étaient un peu moins bien. Je pense que ça venait une période certainement de fatigue aussi par rapport aux efforts, bien sûr physiques, mais mentaux aussi qu'ils ont fait les dernières. Voilà, donc avec ce groupe-là, ils arrivaient. Moi, j'aurais laissé le temps à Pierre parce que je pense qu'aujourd'hui, le groupe finit 6e. Est-ce que Pierre aurait fait moins bien que 6e? Il était 6e. Il était 6e quand on a. On peut pas avec des si, on fait rien, mais je me pose la question. Voilà. Moi personnellement, pas parce que je connais Pierre, hein, mais j'aurais continué avec Pierre. Je pense que le groupe, il avait la gestion du groupe quand même. Il se passait quelque chose un petit peu. Ouais. Je pense que Pierre allait trouver les clés pour repartir.
Je ne sais pas ce qu'on aurait fait, parce qu'avec Dessy, j'en veux, moi, M. Fonseca, j'en veux pas non plus, mais voilà, ça a été dur je pense que changer comme ça En plus, on voit les stats, hein, il n'y a pas un écart fou, il y a beaucoup moins de matchs nuls chez Paulo Fonseca, il perd autant en moins de matchs, mais il n'y a pas de matchs nuls. Et si on devait noter un point important, c'est que lui, il n'a pas eu à gérer ces fameux mercato assez problématiques à chaque fois en matière de points. Donc, on peut quand même se poser des questions. Et il y a une force aussi de Pierre, c'est que dans la gestion mentale, il sait gérer ses émotions. Voilà. C'est ça. J'allais y venir, là, justement. Pour toi, est-ce que la carrière lyonnaise de Fonseca aurait dû s'arrêter après son tête contre Benoît Millot? Je ne sais pas s'arrêter, c'est dur. Je ne suis pas là pour dire. C'est un travail quand même. Il y a une sanction qui est dure, parce que voilà. Après, c'est vrai que ce geste-là, bon, on va pas le commenter. Je ne vais pas le commenter non plus. Il a été commenté, il a été puni, voilà. Mais c'est vrai que c'est important quand on est entraîneur d'avoir une gestion forte malgré les passages difficiles. Et ça, Pierre, c'est une de ses qualités quand même. C'est une de ses qualités. Parce que je pense que le match. Quand on est à Saint-Étienne, quand on connaît Saint-Étienne, on connaît Saint-Étienne par cœur, c'est de la folie quand l'OL va jouer à Saint-Étienne. Et être en bas du terrain avec ses joueurs, c'est un moment important. Et je pense que là, sur le Manchester United et Saint-Étienne, l'entraîneur, le patron, le manager doit être présent. Et là, il a manqué certainement sur ces deux matchs, il a manqué d'être là pour aider ses joueurs à moins gérer, à gérer un peu leurs émotions, quoi. Voilà, les fins de match. Voilà. On va passer brièvement, on ne va pas y revenir parce qu'il y aura sans doute un autre talk show sur le sujet, sur les joueurs qui pourraient partir cet été. Alors en fin de contrat, on a Alexandre Lacazette, on a Nicolas Tagliafico qui lui a reçu une offre de prolongation, mais il y a assez peu de chances qu'il l'accepte en Ligue des Champions. Warmed Omari, parmi les ventes, il y a Ryan Cherki probablement, Malik Fofana qui sont les deux plus grosses valeurs marchandes, Thiago Almada, même si officiellement il n'appartient pas à l'OL, ses droits appartiennent et il peut être vendu. Nemanja Matic qui a un gros salaire, qui devrait aussi plier bagages, et Jordan Verretou, puisque sa femme est pas très bien ici, c'est quand même probable qu'il a aussi plie bagages. Ça fait beaucoup de départs, et on prend pas encore en compte Coco Tolisso, parce que on sait que s'il y a une grosse offre, il y a personne qui est intransférable dans ce club aujourd'hui, donc pas même Georges Mikotadze, qui sont déterminés à rester. Quand tu vois ce tableau, Gérard, est-ce que ça t'inquiète pour la saison prochaine? Un peu quand même, quand on voit surtout offensivement, quand on voit le Cherki, Fofana, Almada, ça c'est en plus de jeunesse, là, ça a apporté aussi. Voilà, c'est remplacer ces trois joueurs, ça sera compliqué. Alors, il n'y a pas de joueur irremplaçable, mais ça sera compliqué. Et je pense que ces trois joueurs, vu leur saison, vu leur profil, vu leur potentiel, c'est des joueurs qui vont partir. Almada, c'est sûr. Et aujourd'hui, Ryan a parlé, donc Ryan ne va pas revenir sur ce qu'il a dit aujourd'hui. Ah oui, et je pense que Fofana aussi. Fofana aussi. Donc, ouais, non, ça c'est. Voilà, ça va être dur. Mais en même temps, pareil, aujourd'hui, Alexandre, la première saison a été extraordinaire. Cette saison a été bonne un peu. Là, il commence à revenir. Mais logique, il avait fait les Jeux Olympiques. Il a eu peu de vacances. Donc, c'est un garçon qui a besoin de récupérer aussi. Voilà, mais il va manquer. Parce qu'il a encore Angers, encore 2 buts. Quand Alexandre, c'est un buteur. C'est un sale buteur. Alors, moi, j'ai très confiance à Mikotadze, il n'y a pas de souci. Georges, c'est un super joueur. Moi, alors, je suis content qu'il soit là. Franchement, c'est bien. Mais Alexandre, c'est un claqueur. C'est un claqueur de but. Après, latéral gauche, va falloir chercher. On va justement venir sur le 11 probable de la saison prochaine et les besoins. On se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins dans toutes les lignes, avec un gros chantier en défense, 2 joueurs potentiellement, un chantier au milieu à côté de Coco, même s'il est encore là, même si Tessman est amené à prendre plus d'envergure, et un chantier offensif qui est monstrueux, d'autant que Noama, il va être encore blessé l'octobre. Ouais, donc, pour toi, c'est quoi la grosse priorité de ce chantier quand tu vois tous ces trous, ce gruyère? Je pense qu'il faut. C'est un gros chantier. Ouais, je pense que Mathieu, Louis-Jean, il a du travail avec son équipe là, mais je pense qu'il faut déjà tout l'axe, c'est-à-dire un attaquant supplémentaire,
C'est numéro 10 pense, aussi. Ouais, tout l'axe. Moi, à mon avis, défensivement, c'est peut-être 2 joueurs parce que je vois pas un jeune arriver encore chez les pros là. Donc, ouais, c'est puis mieux quoi. Hein, mais on voit bien que l'axe il est prioritaire et le côté gauche. Et c'est pas facile de trouver des joueurs côté gauche. C'est pas si facile que ça quand on fait du recrutement, des joueurs de qualité. Voilà. Donc, Et non, justement, tu as confiance en Mathieu Louis-Jean parce que du coup, il va devoir faire ses preuves là-dessus, sur ce mercato. C'est là qu'on l'attend. Il a pris. Maintenant, il est directeur technique, donc il a vraiment pris de l'envergure. Est-ce que tu as confiance en Mathieu Louis-Jean Il faut avoir confiance, hein, parce que il fait son travail. Enfin, je veux dire, c'est la personne que j'ai vue qui est pas en difficulté par rapport à John Textor, hein, au président. Hein, donc, il est là, et je pense qu'aujourd'hui, il a su peut-être orienter déjà un petit peu la construction du club, parce qu'il y avait peut-être justement, il a mis en place, c'est lui qui a mis en place, je pense, à l'académie. Le recrutement, je pense que c'est un travail de l'ombre, le recrutement. On ne sait pas. Le recrutement, ils ont dû travailler cette année sur le recrutement déjà. Et par rapport aussi, c'est des besoins surtout. Un recrutement, le recrutement, avoir les joueurs, ils les ont les joueurs, ils les connaissent. C'est des garçons qui ont des gros réseaux. Mathieu Loujean, il sort pas de la dernière pluie. Il y a un moment qu'il travaille à ce niveau-là. Et je pense qu'il a les joueurs. Par contre, après, tu fais pas la Champions League. Le budget pour recruter, toutes ces choses-là, ça va avec. Donc après, il va être jugé sur quoi? Sur les joueurs. Moi, je suis sûr qu'il a des joueurs. Dans tous les clubs, quand vous avez, voilà, ils ont les joueurs. Mais après, il faut recruter par rapport au profil et la politique sportive du club. Donc c'est là que ça peut être peut-être un peu plus compliqué, peut-être. T'aurais pas quelques noms ou idées low cost à glisser aux gens qui nous écoutent? Non, je vais laisser faire plutôt parce que là, il y a des joueurs. On a tous des joueurs, mais après, voilà, non, c'est le travail de Mathieu Loujean et de son équipe. Voilà, on va le laisser travailler. Il a dû travailler déjà. Voilà. On va terminer. Avant de passer à ton interview sur le grill, on va parler sur le dernier salle de John Textor. Stop ou encore, j'ai mis ça comme titre, parce que les Bad Guns ont exprimé leur mécontentement. Dernier match, ils sont sortis avant la fin contre Angers. En fait, dès que la célébration d'Alexandre Lacazette a été terminée, ils ont plié et ils sont partis. Tu comprends leur agacement vis-à-vis du propriétaire qui est maintenant en poste depuis 2 ans. C'est vrai que c'est compliqué. On était, nous, habitués. Alors, je fais le vieux monsieur, là, ou le vieil éducateur, ou de l'Olympique Lyonnais. On a été habitués à une gestion quand même assez calme. Et puis, surtout, tout était doté. Nous, on savait que fin mai, déjà, il y avait beaucoup de choses qui étaient réglées. Là, on ne sait pas. On sait pas. Et c'est vrai que à chaque fois, on s'interroge. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu de la magie, quoi. C'est comme si on allait sortir du chapeau un dernier truc. Hop, voilà, c'est compliqué. Moi, je trouve que, et puis la multipropriété, c'est aussi à gérer. C'est compliqué. Ou alors, c'est un fonctionnement qu'on connaît pas, qu'on n'est pas habitué. C'est peut-être un fonctionnement américain. Voilà. Nous, on n'est pas, voilà. Mais qu'ils soient déçus, les supporters, oui. Parce qu'on a tellement dit qu'on allait faire la Champions League, voilà. Et puis la gestion, les hommes, ils arrivent, ils repartent, on ne sait pas. Voilà, aujourd'hui, pour faire 10 ans à l'Olympique Lyonnais, ça va être compliqué. Hein. Donc pour ceux qui travaillent, je pense, pour ceux qui travaillent, je pense à eux, c'est compliqué, Voilà. Pour terminer sur John Textor, est-ce que tu penses quand même que c'est l'homme de la situation pour l'OL encore? Non, moi je pense que c'est plus l'homme de la situation. Aujourd'hui, il faut quelqu'un qui rassure. Il faut quelqu'un qui rassure tout le monde. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que moi je le connais pas, mais aujourd'hui c'est plus sur l'environnement qu'il y a autour de John Textor où ça va commencer à être difficile pour lui. Et quand ces rapports sont difficiles avec le public, avec les collaborateurs, c'est compliqué. Même pour lui, ça doit être compliqué. Je pense que voilà, moi je suis pas dans les petits papiers de Paul ou Jack, mais je pense que voilà, je pense que même de lui-même aujourd'hui, ça devient compliqué. Ouais. Alors on va passer à ton interview. Déjà, on te retrouve depuis ce mois-ci dans un livre de Julien Goubert, qui est le fondateur du magazine Vestiaire, livre qui s'appelle Dénicheur de talent, où tu partages tes anecdotes de recrutement, au même titre que Vincent Cabin et Franck Salle, c'est des recruteurs historiques de l'AJ Auxerre et du Havre. Tu peux nous parler de ce projet
dont on va mettre d'ailleurs le lien en bannière et il sera cliquable sous la vidéo tout à l'heure. D'accord. Alors, c'est Julien Courbert, hein, qui est le patron de vestiaire, je dirais, qui a eu l'idée de rassembler, puis sur des anecdotes, quoi. Voilà, un peu de qu'est-ce qu'on pense, nous, notre époque de recrutement qui a changé aujourd'hui, hein, au fil des années, ça change. Voilà, non, ça se lit facile, voilà, je veux pas, voilà, c'est vraiment un petit truc sympa, quoi. Voilà, j'en profite justement pour remercier parce que on parle souvent de Gérard, enfin de moi, mais le recrutement, c'est une équipe, c'est une cellule. Et je voudrais remercier tous ces gens avec qui j'ai travaillé, bien sûr, en préformation et en formation. Et voilà, et tous les gens qui ont recruté. C'est pas Gérard Bonneau qui a découvert tous les talents, mais voilà, il y a tous ces gens. Voilà. Il y en a tellement à citer, j'ai peur d'en oublier un, donc je vais citer personne. Mais voilà, j'ai pensé à eux parce que voilà, je voulais surtout les remercier parce que c'était super. Et puis cette équipe pédagogique parce qu'il y a un petit mot pour René Duplessis, là, le recrutement des petits. Je disais à l'époque, c'était René avec son équipe alors là, je peux les citer, Pierre Navarro, Ferrari, voilà, et puis Marcel Biscara, Alain Siméon. À eux quatre, ils ont pris tous les petits jeux qui traînaient. Voilà, je voulais surtout remercier ça. Après, c'est un livre, franchement, bon, c'est gentil d'en parler et c'est sympa. C'est sympa à lire. Il y a des petites anecdotes assez sympas. Ouais. Alors, donc l'interview, on va continuer sur un vrai ou faux sur ta carrière. Ouais. Tu nous dis si notre affirmation est vraie ou fausse et on te laisse développer. Alors, on va commencer par celle-là. Vrai ou faux, le dossier le plus marquant de ta carrière dans le recrutement est celui d'Hatem Ben Arfa. Ouais, parce que je pense que j'ai recruté beaucoup de bons joueurs parce que voilà, et que qu'ils soient pro ou pas pro, c'était des bons joueurs. Un bon joueur, c'est pas parce qu'il n'a pas été pro, ça on met une égalité, c'est un métier. Mais Hatem techniquement. Tactiquement, physiquement, c'est lui qui allait le plus vite, c'est lui qui avait la meilleure VMA. C'est dommage, il lui a manqué un petit peu la construction personnelle de son projet à lui. Il a été entouré de plein de gens, certainement très gentils, voilà, mais lui, il a eu du mal à construire son projet. Lui, je le voyais vraiment au même niveau que les grands joueurs, voilà, de très grands joueurs. Et ça a aussi été une bascule de mémoire parce que ça marque aussi le départ de ton mentor, Alain Thierry. Suite à ce recrutement, parce qu'il ne se reconnaissait plus dans le fonctionnement du recrutement, si j'ai bonne mémoire. Ouais, alors Titi, il avait, c'est bien d'en parler parce que c'est vraiment mon mentor et la personne. Si j'ai une carrière aujourd'hui dans le foot professionnel, c'est vraiment grâce à ce monsieur. Et à Thème, je me souviens quand il est venu et le mercredi après-midi à Gerland, il y avait les oppositions 17 contre 19, 16 contre 17. Et à Thème jouait. Et Alain Thierry disait, attends Gérard, je vais voir l'opposition parce que je veux le voir jouer. Et lui aussi qui a recruté des talents. Lui, c'était Laurent Courtois, voilà, je me souviens. Mais il a recruté X joueur aussi, Titi, hein, et voilà, et il allait le voir, et c'est vrai que Katem, il a marqué tout le monde, à 17 ans, c'est incroyable, à 16-17 ans, c'est un joueur hors norme, voilà. Ouais. Je reste sur lui. Alors, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de joueurs que j'aimerais remercier. Moi, je les ai tous trouvés bons, hein, comme ça. Mais franchement, il y a plein mais c'est vrai que celui-là, c'était un bon choix. C'est un bon choix. Vrai ou faux, la génération 87 est la plus forte que tu as recrutée pour le compte de l'OL? Alors, voilà, c'est le mot recruter. 87, beaucoup sont venus de l'école de foot. Et c'est là un peu, voilà. Alors, il y avait Ben Arfa, Benzema, on n'en parle pas. Ma relation avec Karim, elle sait, c'est une anecdote, hein. C'est plus parce que je connaissais la famille et que j'ai permis enfin, grâce à Alain Olliot, je débroissais au départ, mais Alain Olliot, qui était passé directeur, à qu'il puisse dormir au centre de formation. Mais lui, il a été repéré à 8-9 ans quand il était poussin oui. Mais cette génération, c'était une génération, il y avait Sandy Payot, il y avait Rémi Rioux dans la cage, il y avait les internationaux, il y avait Romain Beignet, il y avait Mounier, Loïc Rémy, Ben Arfa, Benzema. Bon, mais il faut souligner, il fait une carrière magnifique. Ils ont tous, je crois, à part un ou deux, ont été tous professionnels. Ils ont tous fait une carrière. Ils ont tous fait. Ouais, c'était ils ont été champions de France 17, champions de France 19, champions d'Europe avec l'équipe de France, ceux qui étaient en équipe de France. Ils ont raté les deux gambardes. C'est incroyable. Deux finales perdues. Incroyable. Alors qu'ils étaient largement favoris. Rennes et Sochaux, les finales. Toulouse et Strasbourg, je crois. Voilà. Donc, dommage. Ensuite, vrai ou faux, Gérard Bonneau aime beaucoup les attaquants, mais un peu moins les défenseurs?
Oui, Là, tu sais. c'est vrai parce que il y avait à un moment, on a été bercé. Hein, moi, quand j'allais au stade, c'était quoi l'équipe? C'était alors déjà c'était les trois lutins, hein, Dinalo, Chiesa, Lacombe. Alors déjà c'était trois offensifs. Mais attention, les étrangers déjà c'était Combin, c'était Angèle Rambert, il y avait des attaquants de. Alors l'équipe elle en prenait trois, mais ils étaient capables d'en mettre quatre déjà eux. Alors donc j'ai toujours été attaqué par le jeu offensif. Et je crois que le football quand on est jeune, quand on joue dans sa cour, quand on joue sur les terrains vagues comme ça, c'est quoi? C'est marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, c'est quand même l'attaque reste. Et c'est vrai que j'ai eu de la réussite avec les attaquants et ça plaît aussi, il faut le dire aussi, ça plaît à la direction. Parce que les attaquants, bah, ça se vend bien plus Ça cher vend mieux. qu'un défenseur. Exactement. Ouais. Ensuite, vrai Belle ou la faux? photo, là, belle photo. Ouais. Ouais. J'ai fait un petit mix de tes recrutements les plus marquants. Ouais. Ouais. Euh, Vrai ou faux? Tu as découvert Ryan Cherki sur une série de jongles sur un parking. Ça, c'est Alors, la je l'ai pas. mythologie. Voilà, ça je l'ai pas découvert. Je l'ai pas découvert. Je connaissais papa. Le papa, je le connaissais. Il avait 12 ans. C'était un très bon joueur déjà. Il aurait dû venir à l'OL, mais bon, et ça s'est pas fait à l'époque. Il jouait à la SBR, son papa, et donc je connaissais bien Fabio. Et puis un jour, on est sur le parking je crois, à la plaine des Jeux. Et puis, ça va, regarde mon fils et tout. Et son fils, il jonglait. Tout là, va voir derrière, là-bas, tu montres un peu à ceux qui s'occupent des jeunes, ils vont le prendre tout de suite, ton fils. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette phrase, mais je connaissais la famille depuis, et la maman, Madame Cherki aussi, je connaissais tout le monde déjà depuis un petit moment. Ouais. Vrai ou faux? Tu quittes l'OL en 2018 car tu en avais marre d'attendre ta chance pour devenir chef du recrutement des pros. Non, ça c'est faux. Alors là, je peux dire que c'est faux. Déjà, le responsable, c'est Flo Maurice. Alors déjà, Flo Maurice, pour moi, c'est l'étage au-dessus. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un déjà qui était directeur de la cellule, de la cellule des pros, mais qui faisait déjà un travail de directeur sportif. Flo était déjà directeur sportif. Lui, il s'en fout des noms. Voilà. Moi, voilà, j'avais parlé de mon projet à Flo. J'avais posé mon projet à Flo que je voulais arrêter un petit peu à l'académie, voir si j'étais capable de faire autre chose. Il m'a dit viens avec moi un moment. Et puis voilà, c'est Flo. Quand il sait qu'on n'est pas bien, c'est plutôt lui qui m'a tendu la main pour que je vienne avec lui. Et après, il y a eu, j'ai rencontré Alain Studer qui était le directeur sportif du Servette Genève et qui m'a proposé un poste chez les pros. Et je disais est-ce que je suis capable, pas capable. J'ai eu l'âge que j'avais aussi à ce moment-là. J'ai dit c'est le moment d'y aller, savoir si tu es capable de travailler en tant que responsable dans un club pro. Mais Flo, je ne pars pas parce que pour prendre la place à Flo. Au contraire, jamais. Sa place est imprenable déjà. Donc voilà. Donc, non, c'est faux. Vrai ou faux? Tu aurais pu rejoindre la SSE. Il y a eu un contact. Il y a eu un contact parce que j'aimais. Je m'entendais bien avec Claude Puel et quand Claude Puel a signé, m'a demandé de venir pour le recrutement parce il avait pris aussi quelqu'un à Lille au niveau de la direction administrative, Monsieur Tuyau. Voilà. Donc, et moi, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir, Claude déjà. Quand j'étais au club, j'aimais bien discuter avec lui, comme tous, hein, comme Rémi, comme Jacques Sartini, tous ceux que j'ai côtoyés, Puel, oui, je l'ai dit, Claude, c'était avec lui avec qui j'ai le plus échangé, qui m'a fait grandir. Mais Paul Le Guen, voilà, c'est Paul aussi, voilà. Et c'est vrai que on peut pas y aller. On peut pas. Quand on a fait 25 ans à l'Olympique Lyonnais, on peut pas aller à Saint-Étienne. C'était quand voilà, je me suis déplacé. J'ai eu un entretien et parce que par respect, je dis quand les gens s'intéressent à vous, c'est par respect, mais je pouvais pas, on peut pas. Je pouvais pas battre chez moi. Voilà, c'est comme ça. On peut pas. Juste par rapport à ça, en plus, faut préciser qu'à l'époque, tu avais aussi vent en poupe, tu avais fait remonter, tu étais arrivé au Servette en deuxième division, vous êtes remonté dans la foulée, et Europe dans la foulée, avec beaucoup de joueurs, d'ailleurs, des joueurs que tu connaissais de la formation. T'avais ramené quelques Lyonnais. Ouais, Timothée Cogna, Ouais, voilà, Séverin, le petit Fofana. Donc, il y avait, il y a eu plusieurs Lyonnais qui ont suivi un petit peu ma destination et qui sont encore d'ailleurs 7 ans après au club et qui sont des joueurs majeurs maintenant, que ce soit Timothée ou Johan Séverin. C'est des joueurs majeurs un petit peu de ce groupe servicien. Ouais. Et on va terminer par vrai ou faux. On t'a demandé de revenir au centre de formation de l'OL cette saison.
Alors, il y a eu l'info, oui, il y a eu une discussion qui a eu lieu, ouais, pour travailler sur les 16-20 ans. Alors, j'ai vraiment hésité parce que quand vous passez 20-25 ans à l'Olympique Lyonnais, c'est dur. Après, en regardant, est-ce que je me retrouvais vraiment voilà, je me suis senti un peu perdu par rapport à tous ces gens qui sont là aujourd'hui, quoi. Voilà, donc j'ai préféré décliner l'offre. En tous les cas, je les remercie parce que les entretiens que j'ai eus avec les gens, c'était des bons entretiens. Bah, je t'en remercie, Gérard. Merci d'avoir Mm. accepté notre invitation. Nous, on se Ouais, retrouve pour un prochain talk, sans doute la semaine prochaine, sur mm, peut-être un sujet plus financier, plus éco, mm, plus avenir du club. Mais en tout cas, là, mm, c'était un bilan. Et puis, on a profité pour faire mm, une interview et faire une dédicace à Gérard Bonneau, une légende, faut bien le mm, dire, du recrutement en France. Beaucoup considèrent, moi, et moi notamment, je te le dis, hein, comme le meilleur recruteur chez les jeunes que le foot français est porté. Donc, par mm, rapport à tous les joueurs qui sont sortis sous tes ordres, ça force le respect, quoi. Donc, merci mm. encore, Gérard. Bah, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'était ouais, franchement, ouais, et merci pour cette dernière phrase là qui est magnifique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à but. Au revoir à tous.